La chaîne des Alpes et ses sommets les plus élevés forment un décor de légende. Tel un royaume, le massif du Mont Blanc s'étend sur 3 pays, la France, la Suisse et l'Italie. Son ampleur est himalayenne. Il domine de 3000 mètres les vallées qui l'entourent. En Europe, il n'existe aucun obstacle plus formidable que le massif du Mont Blanc, mais plutôt que de séparer les hommes, cet obstacle les réunit dans une culture commune basée sur la confrontation avec ses sommets neigeux et ses aiguilles de granit. Autrefois montagne maudite, seuls les chasseurs de chamois et les cristalliers s'y aventuraient. Aujourd'hui, au mois d'août, la voie classique du Mont Blanc est une des ascensions les plus fréquentées des Alpes et la montée à l'aiguille du Midi attire les touristes du monde entier. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle lorsque les terrifiants glaciers de Savoie attirent les premiers visiteurs dans les vallées de Chamonix et de Courmayeur. Ils viennent admirer ces énormes amas de glace. C'est alors que, fasciné par la magie de ces montagnes, le naturaliste genevois Horace Bénédicte de Saussure effectue le tour du Mont Blanc à 3 reprises avant de finalement atteindre son sommet. Sur ses traces, un écrivain suisse, Rodolphe Töpffer, réalise le même parcours à pied autour de cette montagne. Les récits de ces périples donnent ainsi à cet itinéraire ses lettres de noblesse et contribuent à créer un véritable lien entre les 3 pays. De nos jours, au pied du domaine de la haute montagne réservé aux alpinistes, plusieurs milliers de randonneurs effectuent chaque été cette ronde autour du toit de l'Europe. Malgré la pluie, Stéphane, Ève et Suzanne, tous 3 accompagnateurs de moyenne montagne, commencent la marche avec leur groupe de clients. 16 personnes se sont inscrites à cette randonnée. Le bulletin météo est formel, dans l'après-midi, le temps doit s'éclaircir. Stéphane nous emmène à la découverte de ces vallées qui entourent le Mont Blanc et à la rencontre de ses habitants qui partagent tous les mêmes traditions. Donc là, en face de nous, on a un petit peu de chance, ça s'est dégagé. C'est le col de Tricot, celui qu'on va faire tout à l'heure là. Regardez-le bien parce que j'ai l'impression que le brouillard est en train de remonter, donc profitez-en. Le chemin, il est tout droit jusqu'au col. On va descendre là, il y a encore 2 minutes de descente jusqu'au pont. En passant, vous regarderez les rochers à côté là, sur la droite. Ils ont été polis par le glacier. La première étape les conduit du col de Vose au-dessus de la vallée de Chamonix jusqu'au village des Contamines. Un pont himalayen leur permet de franchir le torrent qui prend sa source à la fin du glacier de Bionacé. La randonnée du Tour du Mont Blanc est à la portée de tous les bons marcheurs. Elle débute à Chamonix, fait une incursion de col en col à la limite des glaciers dans le Val d'Aoste en Italie, puis poursuit sa route en Suisse dans le Valais pour finir en France. 6 jours de marche sur 120 km de sentiers autour de la plus haute montagne d'Europe. Alors que Stéphane, Ève, Suzanne et leurs randonneurs entament la descente dans la vallée, en bas, Francis Calamar revient de la fête des guides de Saint-Gervais. La famille Calamar, c'est une très vieille famille des Contamines. Elle est là depuis... on connaît l'origine depuis 1450. On n'en trouve pas ailleurs. Normalement, elle serait d'origine autrichienne, d'après ce que je sais. J'ai fait plus de 300 fois le sommet du Mont Blanc. Avec toujours la même passion, quoi. Je suis montagnard avec tout ce que cela comporte. Guide l'été, agriculteur. Et aussi, je suis maréchal ferrant, je ferre les chevaux. Pour rendre service, pour ferrer les miens aussi, parce que je travaille avec les chevaux encore. Je ferre les mules qui portent les sacs des gens pour le tour du Mont Blanc. J'ai eu mon grand-père qui a fait beaucoup de hautes montagnes, qui a travaillé beaucoup pour emmener les géologues au moment de l'établissement des cartes. Et il a fait aussi la première du col infranchissable par l'Italie. Du temps de mon grand-père, il avait 1 ou 2 clients dans l'été.
Et ils gardaient le client un mois. Les sommets, c'était aujourd'hui, demain, ils mettaient 3 jours pour faire le sommet. Maintenant, il faut que ça aille très vite, quoi. Il faut à tout prix conserver nos vallées, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent. Et je pense être un des derniers jeunes à connaître beaucoup de choses de cette montagne, à faire... c'est même pas des métiers, c'est une façon de vivre, quoi. J'ai mes enfants qui reprennent derrière, quoi. J'ai une fille et un fils qui sont passionnés par les bêtes, par cette montagne, quoi. Le massif du Mont-Blanc, en fait, c'est 3 grandes vallées francophones, parce qu'on parle tous le français, même en Italie, ils parlent le français. Et pour moi, c'est pas des pays différents, c'est l'ensemble du Mont-Blanc, quoi. On travaille de la même façon, on vit de la même façon. On est les mêmes, quoi. Deuxième jour de marche pour les randonneurs. Le soleil est au rendez-vous, mais aujourd'hui ce n'est plus de la plaisanterie. Les panneaux annoncent la couleur. La journée sera plus sévère que la précédente. À Notre-Dame-de-la-Gorge, il commence la montée de la voie romaine. Cette voie a vu passer les Celtes et leurs caravanes de sel, les légions de l'Empire romain, des troupeaux entiers venant de Genève en direction des foires de l'Italie et les premiers aventuriers explorateurs. Là, maintenant, on se trouve sur ce qu'on appelle le pont romain. Il y a une date qui est inscrite sur le pont, si on peut voir ça. Il a été rénové il n'y a pas très longtemps. Ils ont même inscrit l'altitude dessus. Donc, Là, donc, vous avez le torrent qui descend depuis Très-la-Tête, qui s'appelle le Namboran. Donc le Nan, en savoyard, c'est un torrent, hein. Donc là, on va continuer à monter jusqu'aux alpages de la Balme. Donc on va voir des vaches. Tout à l'heure, on a croisé donc, le 4x4 qui descendait le lait de la traite de ce matin. Voilà. Ulysse Saudan de Martigny. C'est un berger valaisan qui venait travailler dans le coin, qui est décédé en 1936. Je pense qu'il a dû être foudroyé. Il y avait beaucoup de bergers valaisans qui venaient travailler en France. Il y avait énormément de passages, des échanges aussi commerciaux et pas seulement, puisque aussi bien dans les vallées françaises qu'italiennes que suisses, il y a eu beaucoup de mariages mixtes. On retrouve des Valaisans à Chamonix, on retrouve des Valdotins à Chamonix, pareil, au Contamine, on en retrouve de l'autre côté. Français par son père et suisse par sa mère, Stéphane, après des études d'architecture, a préféré les sentiers à la planche à dessin. Son métier n'existe officiellement que depuis une vingtaine d'années. C'est un professionnel de la randonnée pédestre l'été et de la raquette à neige l'hiver. Comme Ève et Suzanne, il fait découvrir la moyenne montagne à travers ses milieux naturels et humains. À 2484 mètres d'altitude, le col du Bonhomme est une étape importante. Ici, on pénètre dans les espaces désertiques et les alpages d'altitude du Beaufortin. Très fréquenté l'été, le refuge de la Croix du Bonhomme est situé au croisement de plusieurs sentiers. Le gros de la nourriture est transporté en début de saison par hélicoptère. Mais Coco et Tristan, les maîtres des lieux, montent chaque semaine des produits frais à pied depuis la vallée des Chapieux. L'ancien refuge du Bonhomme, il y avait une drôle d'allure. C'était des murs à moitié en ruine, il n'y avait plus de carreaux aux fenêtres. Enfin, on a tout remis d'équerre et puis... Il peint. Très beau. C'est de la pub, là. Ici, nous, notre marque de fabrique, c'est le pain. Donc on fait le pain tous les jours, ou tous les jours, ça dépend des clients, s'il y en a beaucoup ou pas. Et voilà, ça donne ce que tu as vu. Voilà comment ça se passe. Mais ça se passe comme dans tous les refuges, hein. Les nuits sont courtes, c'est assez intense, et puis
On aime bien ça, quoi. Quand il y a 2-3 journées avec personne, ça fait un drôle d'effet. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. C'est rare. Ici, il y a presque toujours du monde, même s'il fait mauvais. Après avoir bu un café au refuge, le berger Pierre Amichel va retrouver ses bêtes. Je vais redescendre le troupeau pour les faire chômer un peu plus bas là. Dire les faire un peu s'arrêter quoi. Voilà. Autrement là elles montent, elles font que monter et puis en haut il n'y a pas assez d'herbe quoi. Alors, elles ont un biais les bêtes de toute façon, tout le temps elles font à peu près le même trajet quoi. Là elles s'arrêtent ici, après j'envoie les chiens pour les faire redescendre un peu plus sur le bas quoi. Pour que le soir, après, je vais les faire manger de l'autre côté, là-bas. Carrément dessous la crête des gîtes, là-bas. C'est pas mal de travail, ouais. S'occuper surtout des boiteuses ou peu de tout, quoi. Des coupures, il y a pas mal de schiste ici, là. Le terrain est schisteux. Ça fait qu'elles se coupent les pieds, quoi. Alors, faut désinfecter, faut faire attention, quoi. Voilà. Bon, je vais envoyer le chien, là. Hein. Patou, viens là, viens. Cela fait bien longtemps que les bergers ont inventé l'alpage et la transhumance. Autour du Mont Blanc, l'altitude et le climat conditionnent l'adaptation de l'homme. Chaque été, des éleveurs du sud de la France confient leurs moutons à Pierre Amichel. Patou, viens là. Viens là. Viens, allez, viens. Là, ça va. Tina, viens là. Tina. Il y en a qu'un qui travaille. Autrement, c'est le bazar, il se court à celui qui fait la plus belle bêtise après. Patou, viens là, viens. Faut pas trop qu'ils aillent vite non plus parce que il y a des coins que ça peut être dangereux avec un gros troupeau. Quoi. Le gars qui veut s'occuper de son troupeau, il y a vraiment du boulot. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et voilà, puis là c'est pas trop languissant, il y a quand même pas mal de monde qui passe, quoi, qui dérange encore pas trop les gens. Je suis pas trop sur leur circuit là. Ben c'est sympatoche, puis le refuge à côté, quoi. Alors bon, ma foi. C'est là qu'il passe l'été, Pierre Amichel. En fait, il a 3 alpages. Il a un tout en bas, où il arrive en début de saison, un autre un peu plus bas, où il monte la première semaine de juillet. Et tout le mois d'août, il va rester là et il va faire paître ses bêtes dans la partie supérieure de la montagne. Et en fait, ces 2000 bêtes, c'est celles qui vont entretenir toute cette montagne qu'on a vue jusqu'à maintenant. Là. Tu vois, tu as vu toutes les herbes, elles étaient bien rases, il n'y avait pas cette végétation qu'on retrouve dans les alpages qui ont été abandonnés où reviennent les varros, les rhododendrons et toutes ces choses-là. Ça donne des prairies parfaites, quoi. Donc c'est très important que les bergers restent et puissent rester en montagne. D'ailleurs, on verra plus tard sur le Val d'Ost et en Suisse, il y en a également pas mal de bergers. Au fond de la vallée des Glaciers, à l'étape des Chapieux, le groupe de Stéphane, d'Ève et de Suzanne a rejoint un groupe d'enfants partis en même temps qu'eux sur le tour du Mont Blanc. On a fait une montée, une bonne montée quoi. Ouais, mais le plus crevant pour moi c'était la descente. Ouais, moi aussi. À la descente, on est descendu par là-bas, je crois. Demain les chaussettes propres. D'accord. Juste pour faire le foot. D'accord. Un petit brin de toilette avant. On va, parce qu'après, quand vous aurez mangé, ça sera trop tard. Non, et on va vous faire aurez du plus foot, courage. comme ça on sera déjà sali. Là, je suis venue donner un petit coup de main aux tantes parce qu'il y a un groupe de juniors avec donc 3 autres accompagnateurs. Puis moi, c'est des garçons donc, qui encadrent, donc il faut un peu leur donner un coup de main pour les enfants. Puis c'est bien qu'il y ait une maman parmi eux. Toi, il faut que tu changes de chaussettes parce qu'après, tu auras mal aux pieds. Chaussettes, moi je me mets pieds nus. Non, tu te mets pas pieds nus. Je veux voir tes pieds. C'est pas terrible. Il faut que tu trouves des chaussettes plus fines parce que ces chaussettes, elles font des plis dans les chaussures. Tu vois, elles sont un peu grandes au talon. Montre-moi l'autre pied. Ouais. Et du coup, c'est là au sale, hein, parce qu'elles sont vraiment pas... La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, on mangeait tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, on mangeait tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter.
Depuis quelques années, les sentiers alpins ne sont plus uniquement le domaine réservé des randonneurs. Des mordus du vélo tout-terrain n'hésitent pas à se lancer à l'assaut du Tour du Mont-Blanc. Bonjour. Comment ça se passe le Tour du Mont-Blanc en vélo? Tour du Mont-Blanc. Allemand. Tour Ferret, Col de Ferret, Col de la Seine, Chamonix, Bourg, Saint-Maurice, Front. Difficile? Non, aber not difficile, aber Long. strong. Super. Ok. On kannst wieder gut bei. Okay. Au revoir. Thank you. Bye. Yeah. Belle journée. Hein. Oh, Vous devez vous régaler là, non? c'est super. Hein. Aujourd'hui, ça va défiler les pèlerins. Avec le beau temps, ils vont sortir de la vallée. Hein. Le glacier, là, depuis 10 ans, là, il a disparu au moins de 200 mètres. Là. Il est arrivé à là où il y a le grand névé, là, vous voyez, au fond, là-bas, de la Moraine. Là. Alors ça doit faire au moins 200 mètres sur en 10 ans. Là. Et là, au mois de juin, il a dû battre des records. Là. J'y suis pas au mois de juin. Mais... Ah, c'est préoccupant pour les générations qui arrivent, ça. Hein. Plus de glace, plus d'eau. Hein. Les bergers autour du massif du Mont-Blanc sont des témoins privilégiés de l'évolution des glaciers. Les glaciologues français, suisses et italiens étudient leurs mouvements. Depuis 200 ans, les glaciers du Mont-Blanc diminuent de volume. La montée vers le col de la Seigne, à 2516 mètres d'altitude, se fait sans difficulté. On va franchir la frontière en passant le col. Si on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Hein. Là, il y a une petite borne qui nous indique qu'on quitte la France pour rentrer en Italie. Cette petite borne, elle est récente, hein. Elle a été installée il n'y a pas très longtemps, mais il y a encore 4-5 ans. On pouvait passer le col sans se rendre compte de rien. Il suffisait qu'il y ait un petit peu de brouillard. Un peu l'avantage hein, quand on randonne, hein. Il n'y a pas de douane, pas de frontière, on ne nous demande pas nos papiers. Faire le tour du Mont-Blanc, c'est partager le rêve éternel des pionniers et découvrir un panorama grandiose. Les arêtes ciselées de l'aiguille noire de Petré, l'arrondi du Mont-Blanc, toit de l'Europe à 4807 mètres d'altitude, dominent le Val Veni et la vallée d'Entrèves. C'est la noire de Petré. C'est celle qui est à gauche qui descend. Le Mont-Blanc, en fait, c'est la bosse. Et au bout de cette arête, si vous suivez l'arête neigeuse, au bout, ça fait une espèce de dôme comme ça. Voilà, ça c'est le sommet. Là, si vous avez des jumelles, hein, vous les sortez parce que à cette heure-ci, on peut voir, il y a du monde au sommet, il y a aussi même des gens, on les voit très bien sur l'arête des bosses aussi. Le Mont Blanc, c'est une référence, quoi. Puis pour les gens, c'est vraiment un sommet mythique. C'est vrai qu'on s'aperçoit au niveau des randonneurs, les gens veulent faire le tour du Mont Blanc avant de faire d'autres raids. C'est là où on commence à avoir un peu les jambes lourdes. On n'a pas l'impression, mais on a fait donc 2 jours de marche. C'est vrai qu'on est quand même assez proche. Depuis Chamonix, donc c'est à peu près quarantaine de kilomètres. Stéphane, Ève, Suzanne et leur groupe entament la longue descente vers le lac Combal qui doit les mener au fond du Val Veni. Ils ont le loisir d'admirer le versant italien du Mont Blanc, plus austère que le versant français. Dans cet immense décor, toute une page de l'histoire de l'alpinisme s'est écrite. De Saussure écrit au XVIIIe siècle, quoique les habitants du duché d'Aoste parlent le même dialecte que les Savoyards et qu'ils veulent être nommés Savoyards, la géographie physique doit placer toute cette région en Italie. L'histoire lui donne raison. En 1860, lors de l'annexion de la Savoie jusqu'alors indépendante, toute cette région devient italienne.
À l'auberge du col Checrouy, au-dessus de Courmayeur, chez Giacomo, nous y sommes vraiment en Italie. Après plus de 9 heures de marche, les randonneurs découvrent l'ambiance valdôtaine et dégustent la spécialité de la région, la grolle, un mélange de café et de gnôle que l'on boit à tour de rôle. On dit santé, bonheur, santé, bonheur, et celui qui reçoit dit santé, bonheur. Amb el plat també? On prend pas l'assiette. Ce matin, alors que les randonneurs attaquent l'étape suivante, la foule se presse dans la vallée pour assister à la fête de la Société des guides de Courmayeur. Chaque été, c'est l'événement incontournable du mois d'août. En 1863, la première ascension du versant italien du Mont Blanc par les guides du Val d'Aoste a contribué à donner à Courmayeur autant qu'à Chamonix une solide tradition montagnarde. C'est la grande passion que j'ai pour la montagne. J'ai toujours considéré dans ma vie de guide... Ce sont les ancêtres de ces hommes qui ont ainsi fait de Courmayeur une des capitales mondiales de l'alpinisme. Aujourd'hui, ces 60 guides commémorent le 150e anniversaire de leur société et le célèbre alpiniste italien Walter Bonatti est au rendez-vous. Walter Bonatti est également venu pour féliciter le jeune guide Arnaud Clavel. Arnaud et son compagnon de cordée ont fêté cet anniversaire à leur manière. Ils viennent de réaliser en 24 heures l'ascension des 3000 mètres de glace et de rochers de l'arête de Peutré jusqu'au sommet du Mont Blanc. Avec mon compagnon de cordée, cela a été fantastique de mener à bien notre ascension dans le pur style de l'alpinisme traditionnel. Nous avons réalisé une véritable chevauchée sur l'arête. Nous n'avons pas cherché à battre un record, nous avons voulu créer un symbole. Qu'ils soient italiens, suisses ou français, les jeunes guides spécialistes de la haute montagne désirent marquer leur époque. La pratique de leur passion nécessite un matériel adapté. À Courmayeur comme à Chamonix, on fabrique depuis un siècle les piolets et les crampons indispensables aux alpinistes. Joachino Gobi dirige l'entreprise Grivel. Il a su la moderniser sans pour autant oublier son passé. Le Val d'Aoste a été toujours un terrain plutôt de passage entre des grandes nations qui existaient tout autour. Et donc les Valdôtains ont toujours eu l'habitude de penser un tout peu plus grand que leur petite vallée, que leur petite patrie. Les montagnes, comme les rivières, comme les mers, n'ont jamais divisé les gens. Ça, c'est une idée typiquement des militaires et des politiciens que les montagnes divisent. Et les gens qui vivent d'un côté ou de l'autre côté de la montagne, ils sont confrontés aux mêmes problèmes tous les jours. Ça sont des crampons. Avant, les pointes, on les faisait comme ça. Ça, c'était un avant d'un crampon. Avant d'avoir des machines comme ça, on les coupait avec la main, après on faisait des pointes. Les crampons, comme les piolets, comme tous les outils de montagne, c'était quelque chose que les alpinistes demandaient aux forgerons locaux, mais le tourisme et surtout l'alpinisme inventé par les Anglais entre-temps a porté vers la fabrication de ces engins. Le piolet, finalement, est le mélange entre le bâton, ce qu'on appelle l'alpenstock, le grand bâton long qu'on voit dans toutes les vieilles affiches, et la courte hachette que les gens portaient pour couper les marches. En montant la petite hachette sur le manche, voilà comment elle est née le piolet. Gianni Bercezio travaille chez Joachino Gobi.
Il est également artiste peintre et moniteur de ski. Mais Gianni a une nouvelle passion. Maintenant, il utilise des chutes métalliques de crampons et de piolets pour réaliser des sculptures. Tu vois, ça c'est très intéressant. Tout ça. Et j'ai commencé à apprendre à solder, comme on dit, soldar. Et après, en regardant toutes les pièces qu'il y a ici, ça vient des idées. Et surtout, en regardant, en connaissant la montagne, j'ai la possibilité de faire quelque chose qui est de la montagne. Alors les personnages, le yéti, le dahu, et tous les chamois, et tous ceux qui habitent la montagne. Les différents versants du massif du Mont Blanc ont inspiré de nombreux artistes. Jamais une montagne n'aura été autant peinte et photographiée. Alors que le groupe de Stéphane a passé la nuit sur les hauteurs de Courmayeur, les enfants ont campé au fond du Val Veni. Tous commencent la montée abrupte vers la prochaine frontière. Dans le Val Ferré italien, ils contemplent en permanence un panorama grandeur nature. À chaque lacet du sentier, le décor se métamorphose. Ce massif est un spectacle permanent. Celle-là, c'est la frontière italo-suisse. Et sur la gauche, il y a le Mont Dolent. C'est vraiment le symbole de ce tour du Mont Blanc. Au sommet, il y a les trois frontières qui se rejoignent. Regarde ça, ça souffle un petit peu, ça va bien se dégager, on le verra tout à l'heure. Ça y est, on est en haut. Col Ferret, 2537 mètres. Et avec ce pas, je franchis la frontière entre l'Italie et la Suisse. Voilà, ça c'est le haut du Val Ferret suisse. Hein, c'est encore resté très rural. Pas mal d'alpages. D'ailleurs, il y a des moutons par là, il y a des vaches un peu plus bas. L'alpage de la Peule, il est derrière cette bosse là qui s'appelle la Dotze. Comme les alpagistes du Val d'Aoste, du Beaufortin et de Chamonix, Sabine et Nicolas Copé passent tout l'été en alpage. La plupart de leurs vaches sont de la race des Simmental, les meilleures laitières. Elles leur sont confiées par des éleveurs du Val Ferré. Sabine et Nicolas revendent eux-mêmes leur fromage à la coopérative d'Orsières, mais également aux nombreux randonneurs de passage. Ils vivent à la Peule avec leurs enfants et 2 ouvriers. Leur vie est rythmée le matin et le soir par la traite des vaches, la fabrication du fromage et le passage des marcheurs. Nous, on a vraiment une vie qui est très spéciale parce qu'on fait ça 3 mois l'été, après les vaches, on n'en voit plus tout l'hiver, toute l'année, c'est fini quoi. On fait ça juste les 100 jours. On n'est pas vraiment des sédentaires comparé à d'autres gens dans la vallée qui ont leur travail toute l'année, c'est tous les jours la même chose. J'ai travaillé longtemps dans des bureaux, mais je pourrais plus le faire. C'est vraiment, c'est un équilibre. On a trouvé un équilibre en faisant ça l'été, le ski l'hiver, c'est parfait. Alors ici, le principal, on fait de la raclette, fromage à raclette, qui est plus connu sous bagne.
le nom de bagne. On fait de la tome, qui est un fromage qui se mange beaucoup plus frais, qui se mange à 3 semaines, qui est beaucoup plus petit aussi. Et on fait aussi du sérac avec le petit lait. On fait une moyenne de 1000 pièces sur 100 jours. Au début, on fait 20 pièces. Maintenant, ça baisse de plus en plus. Parce que les vaches vont arrêter de produire. Elles vont mettre bas à l'automne. Ici, on aura à la fin 1200 pièces. L'année passée, on a fait 1200 pièces. Alors, depuis une année, on a développé un petit peu le côté touristique, vu qu'on est placé sur le tour du Mont Blanc. Et on fait dormir les gens sur la paille. Et on a également à l'extérieur une petite terrasse où les gens peuvent se rafraîchir et manger une petite assiette de fromage qu'on fabrique ici. Pour nous, c'est très important, quoi. C'est quand même à peu près 30-35 000 personnes qui passent. Salut Nicolas. Ça va? Ouais. Jeanne? Ça va, très bien. Donc ces mules-là, c'est celles qui sont ferrées par Francis Calamar au Contamine. Et en face, là-bas, de l'autre côté, c'est l'alpage de Plan-Lachaud. En fait, c'est deux alpages un petit peu différents, quoi. Lui, il a des vaches, des Simmental, qui fait du lait beaucoup, il fait beaucoup de fromage. De l'autre côté, ils ont des vaches du Val d'Hérens, des vaches noires typiquement suisses. La vache d'Hérens est un des symboles du Valais. Les rênes du troupeau sont destinées au combat, très prisées en Suisse. Mais les éleveurs français et italiens viennent dans cette région pour avoir eux aussi cette race d'Hérens et organisent au printemps et à l'automne des combats dans les vallées de Chamonix et du Val d'Aoste. Les enfants ne marchent pas au même rythme que les adultes. Le groupe de la randonnée junior, arrivé à la Peule après celui de Stéphane, n'a pas le temps de traîner. Depuis l'alpage, ils entament directement les 2 heures de marche de la descente sur le village de La Fouilly. De là, c'est par la route que tous se rendront à Champé, départ de l'étape suivante. Pendant des siècles, ce fond de vallée encaissé du Val Ferré n'était pour les Valaisans qu'un lieu d'alpage intermédiaire. Aujourd'hui, La Fouilly est devenue un village touristique. Les granges et les vieilles fermes ont été transformées en chalets d'habitation. Issu d'une famille de guides du Valais, Jacques Darbelay vit ici. Écrivain montagnard, il est très attaché à l'histoire de sa région. Les barrières que sont nos montagnes représentent à la fois un lieu de passage. Plus on est enfermé dans des murailles hautes, plus on a besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de communiquer. Sinon, c'est l'isolement complet. Il y a eu, dans notre histoire, un brassage de population par le col du Grand Saint-Bernard, déjà. Ce col du Grand Saint-Bernard a peut-être aussi contribué à faire des 2 régions qui sont de part et d'autre de la montagne, le Val d'Aoste, qui était la Savoie autrefois, et le Valais, des régions qui sont très proches l'une de l'autre, aussi par la langue, qui est un très grand lien. Les grands voyageurs, s'ils passent en Suisse, ils visitent le Grand Saint-Bernard très fréquemment. C'est le Compostelle du Mont Blanc. Fondé au XIe siècle et situé à 2473 mètres d'altitude, l'hospice du Grand Saint-Bernard est soumis l'hiver à un rude climat. Aujourd'hui, une communauté de 5 chanoines valaisans vit ici toute l'année. Bernard Gabiou, guide de haute montagne, en est le prieur. Bien avant déjà les Romains, dès la haute antiquité, on a retrouvé beaucoup de choses sur le col, authentifiant ce passage à travers les Alpes.
Peut-être faut-il aussi évoquer un grand moment de ce passage des armées de Napoléon, plus de 40 000 hommes en plein hiver, hein, ici sur le col. Dans cette région, on a beaucoup circulé très librement. La frontière, elle n'existait pas trop encore, puisque c'était un petit peu la Savoie, hein, le Bas-Valais faisant partie aussi de la Savoie. Les confrères ont toujours été appelés à accompagner les gens dans ce passage, un peu comme des passeurs. Hein. Le Mont Blanc continue de jouer son rôle de rassembleur. Les populations qui sont autour du Mont Blanc ont eu pendant des millénaires une vie commune paysanne, une adaptation, une architecture rurale, des activités qui les rapprochent. Ce tour du Mont Blanc, c'est comme une immense procession qui relie les trois régions. Les plus hauts sommets et les alpages de ces trois régions n'ont pas de secret pour Raymond Joris. Guide éleveur, ses activités continuent de le rapprocher de ses amis français et italiens. Faya! 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 Je groupe mes moutons avec un ami qui a le même nombre de moutons que moi, à peu près 300 bêtes. Et l'été se consacre à la fenaison et l'automne, je récupère les moutons parce que le berger a fini sa saison. Et là, chaque jour, je redescends la vallée en pâturant les prés qu'on fauche l'été, donc le Val Ferret. Nos moutons entretiennent le pâturage, et éliminent les risques d'avalanche dans ces zones où l'herbe qui n'est pas pâturée serait couchée et serait une trempe de lancement, un tremplin pour les avalanches. Notre campagne est répartie en zones. On a des terrains à très forte déclivité. Dans le terrain très accidenté, on lutte avec la machine, souvent. Je crois que les premiers écologistes, c'est d'abord nous, parce que c'est le paysan qui entretient la nature. On a subi les prédations du loup parce qu'il a tué dans notre troupeau 64 bêtes. Et puis, il a passé aussi sur d'autres troupeaux où il a fait des dégâts, des ravages. Et au total, il a tué 129 bêtes dans nos deux vallées ici. Avec les Français qui ont vécu le problème avant nous, on a fondé l'Association européenne des éleveurs de moutons. Il y a une incompatibilité totale de l'élevage et des prédateurs comme le loup dans notre voisinage. Nous tenons à vivre dans la tradition de nos aïeux, dans l'élevage. Et si on l'a éliminé, c'est pour une raison bien précise. C'est pas pour aujourd'hui le remettre et se moquer du travail qu'on fait. C'est l'ouragan Lothar qu'on a eu le 26 décembre, qui a fait beaucoup de ravages dans ma commune. En plus de tout le travail que j'ai à faire, l'ouragan m'a aussi soulevé et déplacé le toit. Alors ça m'a demandé du travail pour le démonter. Ça passait tout comme bois de feu. Alors voilà, là je suis en face du four. Vous voyez qu'il y a même les boisseaux de la cheminée qui ont été soufflés, qu'il a fallu refaire. J'ai des amis guides de montagne, maçons, un autre qui est menuisier, français, tout proche de chez moi ici, avec qui j'entretiens d'excellents contacts. Et je crois que c'est comme ça qu'on s'entraide et pour nous, il n'y a pas de frontières. Le soir venu, Raymond Joris et son ami Pierre Créton, tous deux membres de la chorale des guides des Drances, retrouvent à l'étape du relais d'Arpette le Français d'Argentière Alain Créton et le groupe de Stéphane. Ce qu'il
Le plan de l'eau, il est à quelle altitude le plan de l'eau? Allez. Champé, 9 h du matin. Stéphane, Ève, Suzanne et leur groupe sont déjà partis pour l'étape qui les conduit du Val Ferré par la fenêtre d'Arpette jusqu'au village de Trian. De là, il leur faudra passer le dernier col entre la Suisse et la France pour rejoindre Chamonix, terme de leur randonnée. En revanche, pour les enfants, aujourd'hui, Jean-Marie, leur accompagnateur, a choisi un parcours moins alpin. Par un sentier qui serpente à travers les alpages du Valais, ils montent doucement jusqu'à Bovines pour rallier le col de la Forclaz, puis Trian. Il y a un endroit où c'était assez raide, mais ça va, ça s'est bien passé. Et depuis le départ, ça va? Pas trop dur? Non. Vous avez fait combien de jours de marche? 4 et là, demain c'est le dernier jour. Depuis le début de la randonnée, Jean-Marie sait motiver les enfants et leur donner l'envie de continuer à marcher. Il s'arrête régulièrement, leur montre la flore et leur raconte des histoires. Encore 2 étapes et eux aussi boucleront leur périple. Jérémy, c'était autre chose. Il a mal aux jambes, puis il n'avait pas bien dormi avant. Il avait un coup de genou dans l'œil. Pour tous ces randonneurs, c'est maintenant la dernière grimpée, les derniers lacets, le grand tournant. La récompense est au bout. Allez, 5 minutes, on arrive jusqu'à le refuge du col de Balme, chez Madame Simon. Donc on est content, c'est le retour au pays, même si on a l'impression de l'avoir jamais quitté, parce que les montagnes, qu'elles soient françaises, italiennes ou suisses, restent les mêmes, et les gens aussi. Donc voilà, on est content. En plus, on a encore une belle journée, donc super. Voilà, cette borne en granit qui symbolise le passage de la dernière frontière. Au col de Balme, toute la vallée surgit soudain. Une des plus belles vues des Alpes. Bienvenue en France et puis bienvenue dans la vallée de Chamonix. On va se faire un petit panoramique, hein, si vous voulez. La petite arête effilée, ce sont les droites. Ensuite, on a le massif de l'Aiguille Verte, avec à gauche la Grande Rocheuse. Quand on descend dans l'échancrure qui est tout au fond là-bas, on voit la tour ronde. La tour ronde, elle est au-dessus de Courmayeur. On a une très belle arête, la plus basse, celle qui remonte un petit peu vers la droite, elle nous amène à l'Aiguille du Midi. Et puis bon, finalement, le plus haut sommet, ici on le voit très bien, le Mont Blanc. Bien, allez, on va se mettre dans le petit trou là-bas. Regarde, je vais vous faire voir les montagnes. Venez C'est voir. quand qu'on mange? On va manger là, on fait J'ai faim. 6 jours, c'est quand même assez long. Surtout vers la fin, on commence un peu à sentir la fatigue. Donc si le temps est avec nous et la bonne humeur, eh ben, on finit le tour vraiment ravis. On a même du mal à redescendre en bas, retrouver la civilisation, le bruit, les voitures, etc. Les chenilles processionnaires. Il y avait un peu beaucoup de marche quand même. Et ça va être génial, quoi. C'était génial. Très bien. Excellent. 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 C'est comme... Les météos, formidable. Pas de voiture, pas de frontières, rien, on ne se rend pas compte, quoi. On marche, et puis toujours un nouveau paysage, nouveau panorama. C'est vraiment très très agréable. Allez, c'est parti! Let's go! Stéphane et tous les randonneurs ont bénéficié de 6 jours de soleil qui n'étaient pas garantis d'avance. Ils doivent maintenant descendre jusqu'au village du Tour, point final de leur voyage. Le retour dans la vallée sera pour eux l'occasion d'autres rencontres. Roland Créton est originaire du village du Tour, mais des Crétons, il y en a aussi dans le Valais. Après plusieurs accidents,
Roland ne peut plus partir en montagne à la recherche des cristaux avec ses compagnons. Je reste guide l'hiver, guide de skieur, et puis l'été, je sculpte. Alors le coffre avec les vaches, l'inspiration c'est les combats de vaches en Suisse, la race des reins, et donc le bois c'est tous des arolles qui sont morts sur pied, c'est-à-dire secs. En montagne, tu vois, l'arole il pousse entre 1600 et 2000 mètres. Ici, il y en a quand même assez peu. Il faut d'abord courir la montagne pour les trouver. Puis ensuite, quand j'en trouve un, je l'achète au garde forestier. Je suis obligé de les descendre en hélico. Ils sont dans des coins impossibles. Puis pas abîmer le bois, quoi. Les oiseaux qui sont ici, ils restent uniques parce que c'est le morceau de bois qui me fait l'oiseau, si tu veux. Ils sont taillés dans des branches d'arole. Et à chaque fois que j'ai une branche, les branches sont différentes. Donc l'oiseau est différent. En fait, dans mes bois morts que je récupère, c'est ce pin à rôle qui est récupéré en montagne. Quand ils sont secs depuis 20 ou 25 ans sur pied, les branches ont disparu, si tu veux. Et il reste des petits bouts, qu'on appelle d'ailleurs en patois des snions. Et c'est là-dedans que je fabrique ces escargots. C'est ce qui leur donne d'ailleurs cette couleur, tu vois. J'ai imaginé des personnages très modernes qui sont taillés dans la masse. Tu vois toujours le même bois, pain à rôle. Donc ça, c'était un arbre déjà qui était assez important. On voit la section dessous. Ça, c'est des pièces qui sont intéressantes, qui sont après polies en finition, et polies comme on peut polir une carrosserie de voiture et cirées, tout simplement. Alors, c'est des pièces qui restent quand même fragiles, comme c'est taillé dans la masse, tu vois, les dessous, tu vois. Je vis ici, quoi. C'est un peu ma maison. Puis tu vois l'emplacement, tu as vu dehors, la vue et tout, c'est assez extraordinaire. Chaussettes neuves, mes gars. Et vestes neuves cette année. Roland Créton, comme Stéphane, fait partie de la fameuse compagnie des guides de Chamonix. Aujourd'hui, dans la vallée, c'est la fête des guides. Sauf cas de force majeure, jamais ils ne doivent manquer l'appel devant l'église. Les amis de Roland, guides et cristalliers, René Guilini et Jean-Franck Charlet ont déjà installé leur stand sur la place de la mairie. Vert, etc., jaune dans plein d'endroits dans le monde, notamment en France dans le Tarn, des choses extraordinaires en Floride. Et la rose comme ça, c'est typiquement alpin. Les cristalliers du massif du Mont-Blanc sont quand même à la base de la compagnie des guides, puisqu'on peut dire que l'alpinisme dans le massif du Mont-Blanc est né à travers les cristalliers. Cette tradition séculaire, c'est également celle de nos amis suisses, celle de nos amis italiens. Et nous, on est vraiment proche de ces gens-là, ça nous rapproche. Et le massif du Mont-Blanc, on peut dire, nous rapproche de ces autres guides, parce que ce sont également des cristalliers. Certains cristalliers suisses ont dégelé des trous qui étaient complètement gelés, recouverts de glace, donc ils pensaient qu'ils n'avaient jamais été mis à jour. Et au bout de 7-8 mètres de profondeur, après 7-8 mètres, ils ont retrouvé des outils qui avaient été déposés là par d'anciens cristalliers. C'est une activité dangereuse qui nécessite une très très grande expérience. On est efficace qu'après plusieurs années. D'ailleurs, je vais actuellement chercher les cristaux avec des copains guides qui sont de fantastiques alpinistes, qui sont vraiment des gens qui sont au top niveau dans leur domaine. Mais on a besoin de les former pendant quelques années parce qu'ils sont incapables de voir un seul cristal, là où moi je remplis le sac. L'origine de cette fête, à laquelle participent également des délégations de guides venus de Suisse et d'Italie, remonte à plus de 70 ans. Ici, comme à Courmayeur dans le Val d'Aoste, elle représente une des principales manifestations annuelles. Berger Stéphane, Bermond Alain, Bertolino Éric, Blanchard Jean, Baudin Kim, Bossonnet André, Bossonnet Raoul, Boson Francis, Créton Roland, Plénaud Jacques. Ces 150 guides chamonières avec leurs collègues valaisans et valdôtains incarnent toujours dans les esprits l'identité du Mont-Blanc. Un monde de tradition avec ses règles et ses rites. Joseph. Aimons nos montagnes, notre arbre de neige, aimons nos campagnes, que Dieu les protège, et chantons en chœur notre cher Mont-Blanc de tout notre cœur, et tout simplement, et chantons en chœur notre cher Mont-Blanc de tout notre cœur.
Pour tous ceux qui vivent dans les vallées qui l'entourent, le massif du Mont Blanc représente au quotidien un trésor, un environnement de vie extraordinaire, un des espaces les plus sauvages dont puisse profiter l'homme.